Aujourd'hui, je reçois sur le podcast One Shooter, un streamer et YouTuber. Il va nous parler de son activité, comment il entretient une communauté et arrive à avoir 98% de likes sur ses vidéos YouTube. Il nous livre les outils à utiliser quand on démarre et il nous lâche aussi les différentes sources de revenus possibles dans son activité. Et plein d'autres choses encore. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser un commentaire si vous l'avez aimé et de le partager autour de vous. Quelqu'un peut certainement le réexploiter pour l'utiliser dans son activité. Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast. Je suis Anthony Gonnet-Vandeporte et aujourd'hui je reçois Nicolas alias One Shooter. Bonjour Nicolas. Bonjour à toi. Bonjour Nico. Écoute, c'est un plaisir pour moi de te rejoindre, de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait un moment qu'on discutait de ce soir. Il a fallu chercher des dates et tout ça pour essayer de se caler. Ça s'est fait un peu par hasard. Du coup, j'avais beaucoup de questions pour toi par rapport notamment à ton univers, le streaming. Comment ça se passe en général dans ce milieu-là? Est-ce que le stream, YouTube et tout ça, c'est la même chose? On va tout voir ensemble. Et avant ça, est-ce que tu peux me faire une petite présentation de toi? Bon, moi, je l'ai sous les yeux, tu vois. Je sais que, par exemple... On se connaît, nous, pour le coup. J'ai énormément de recherches sur toi, sur tes abonnés YouTube, Twitch, les joueurs en Ligue nationale et tout. Mais bon, je préfère que tu te présentes. Donc, si jamais, je t'en prie. Mon pseudo sur Internet, là où les gens me connaissent le plus, c'est One Shooter, mais aussi je m'appelle Nicolas. La plupart des gens m'appellent Nico de toute manière, et je pense que tu m'appelleras comme ça durant cette interview, ce sera plus facile. J'ai 26 ans, je vis dans le sud de la France à Montpellier, et mon métier, du moins mon activité à plein temps, c'est YouTuber, streamer sur Twitch. Ok. Voilà. Et quand tu dis donc activité à plein temps, ça veut dire que c'est ce que tu fais tous les jours. Moi, je le considère comme un métier et j'essaie de me donner les moyens, du moins, de le faire à plein temps, parce que ça demande pas mal de temps de lier les deux. Ok. En gros, donc pour vous donner quelques chiffres, parce qu'il est assez fermé par rapport à ça, mais One Shooter, c'est 84 000 abonnés sur YouTube. Tu m'arrêtes si je me trompe. 26 000 abonnés sur Twitch, 10 000 abonnés sur Twitch. Ou 26 000, je sais plus combien. 26 000, je crois, sur Twitch. 26 000 sur Twitter, je crois. Ah oui, voilà, 10 000 sur Twitter, 4 000 sur Discord, 1000 abos sur Facebook, mais bon, ça compte pas. Ça compte même pas du tout. T'as peut-être un compte TikTok aussi, non? Non, même pas. Non, j'ai Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, Discord, YouTube, et c'est déjà beaucoup de répondre à la totalité des commentaires et messages sur tous ces réseaux sociaux. Ah, ok. J'ai un peu plus de mal avec TikTok, peut-être moins de mon âge, ou je sais pas. Ok, parce que du coup, tu prends aussi quand même le temps de répondre aux gens quand tu le peux sur les autres réseaux. C'est l'une de mes spécificités, et les gens d'ailleurs souvent me remercient pour ça, c'est que vraiment je réponds à l'entièreté de mes commentaires YouTube ou de mes messages ou de tout. Voilà, ce qui prend énormément de temps. Justement, tu vois, j'avais une question par rapport à ça qui allait venir plus tard, mais vu qu'on est dedans, je vais te la demander maintenant. Comment tu fais du coup pour pouvoir répondre à autant de personnes qui t'envoient des messages L'avantage déjà, c'est que c'est mon activité à plein temps. D'accord. Forcément, j'ai un peu plus de temps, on va dire. On sacrifie des heures de sommeil et puis on a un rythme de vie assez décalé, mais j'essaye de prendre le temps pour répondre à tout le monde. Je pense que normalement j'y arrive plutôt bien, mais voilà. Ouais, ce qui prend le plus de temps, c'est de répondre à tous les commentaires sur YouTube, forcément, puisque les MP, tout comme ça, les gens, enfin, mes abonnés savent que je suis assez accessible sur ça et c'est ce que j'y réponds en priorité. Ok, c'est une sorte de force que tu as par rapport à ta communauté aussi. Je pars du principe que je fais ça pour échanger avec les gens et que sans les gens forcément je fais rien, ou du moins dans cette branche de métier on n'est rien. Et pour moi c'est important, surtout au vu de mon contenu, je fais beaucoup de tutoriels, de guides, etc. Autour d'un jeu en particulier. Donc quand je vais débattre sur les prochaines mises à jour, etc. Il y a forcément ça crée de la réponse vis-à-vis des gens. Et aussi j'aime beaucoup parler. Tu le verras durant ce podcast. Et accessoirement forcément ça crée du débat. J'aime faire des vidéos débats, j'aime faire des vidéos présentations de mises à jour. Donc les gens répondent et c'est là quand ça devient compliqué, c'est que quand par exemple je réponds 4, 5, 6 fois aux mêmes personnes, parce que forcément je veux créer du débat, j'insiste sur créer le débat, donc les gens ils ont ce sentiment de débattre. C'est là où ça devient plus compliqué quand tu as 300, 400 commentaires de gens qui débattent. Après je m'en plains pas, je me force à prendre du temps pour ça, ou des fois répondre 2-3 jours en retard, mais au moins j'estime
le faire parce que c'est important. Ouais, c'est pas beaucoup, enfin, pas beaucoup de personnes peuvent déjà le faire, donc ouais, forcément. Et, ça me rappelle d'ailleurs juste une anecdote. Je sais pas si tu connais certainement Lena Situation. Oui. Je crois que pendant un temps, elle faisait ça quand les gens lui envoyaient des lettres. Elle répondait aussi. Je sais pas si ça te parle cette histoire. J'avais entendu parler. Si, oui. C'est une femme vraiment que je respecte déjà de par tout ce qu'elle a fait sur YouTube et j'avoue secrètement aimer ses vidéos. Je regarde de tout sur YouTube. J'aime vraiment beaucoup YouTube et des fois les gens sont un peu étonnés. Mais j'avoue que c'est une des grandes forces qu'elle a de répondre à tout le monde ou au plus de personnes qu'elle a, malgré le fait qu'elle ait des stats incroyables et ça force le respect. Vraiment, pour le coup, ça force le respect. Clairement, très clairement. Moi, la première fois que j'ai vu ça, enfin, quand j'ai vu passer ce tweet, que quelqu'un avait justement reçu une de ses réponses, je me suis dit, c'est pas possible. Et après, du coup, en creusant, j'en suis venu à trouver ça. Donc ouais, forcément. Justement, tu parlais de YouTube. Et du stream et tout ça. Est-ce que tu pourrais me définir un peu ce que tu aimes dans le stream, ce que tu proposes sur tes streams? Donc, tu m'as introduit que tu parlais énormément de tutos, de jeux, de différents, de différents éléments qui étaient attraits aux jeux vidéo, mais tu fais d'autres choses. Vas-y, je t'en prie. Sur YouTube, je fais vraiment autour de l'univers de Rainbow Six Siege, qui est un jeu de licence d'Ubisoft. Je me suis placé sur le fait que je fais tout ce qu'il y a autour de ce jeu. Je me suis spécialisé dans un jeu, mais je vais faire du tutoriel, de la présentation de méta, donc les opérateurs joués du moment, la façon de jouer du moment. Je vais faire des débats autour des mises à jour, autour de ce que les gens veulent, autour de problèmes qu'il peut y avoir, de la traduction et de la présentation aussi de mises à jour. Dès qu'il y a une mise à jour, le jour J, je la présente, etc. Ce qui fait que les gens m'ont connu et comme tu disais tout à l'heure, tu t'es placé. Alors, je trouve ça un grand mot. Je suis clairement quelqu'un pas de connu, mais c'est les gens forcément souvent je le vois passer dès qu'il y a une mise à jour, les gens vont pas forcément lire un patch note qui sort papier, mais qui vont tout de suite voir sur ma chaîne YouTube en disant forcément, vu que c'est aussi mon activité à plein temps, genre day one, je poste directement quand la news pop. Donc ça fait que je suis ultra réactif sur ça et les gens viennent me voir instantanément et débattent forcément, puisque lire une mise à jour de la part d'Ubisoft, un patch note, c'est bien, mais c'est plus intéressant aussi de la comprendre. Et avec mon expérience, je l'explique soit pour les joueurs plus débutants, soit pour les joueurs plus aguerris. Je développe avec eux, je débat avec eux. Donc YouTube a vraiment cet aspect-là de vidéo écrite où justement je vais tout poser parce que sinon je m'éparpille partout. Donc j'aime bien poser les idées, expliquer par exemple des plans de jeu, etc. Là où Twitch, c'est tout l'inverse. C'est que je stream donc de 16h à 23h. Donc ça fait à peu près 7 heures. En moyenne, c'est 6 à 8 heures par jour. Tu fais des pauses de la semaine. Quand même. Donc non, consécutif comme ça. Je commence à 16h, je finis à 23h. Et là, par contre, c'est beaucoup plus du direct et c'est de l'interaction avec les gens. Comme je dis souvent, plus il y a de viewers, plus je suis heureux parce que le chat vit. Moi, j'ai vraiment imaginé ça comme un PMU, vraiment un bar où les gens ils viennent, ils se posent, un peu comme ton podcast, pour ça que j'ai voulu le faire, parce que on vient, on se pose et j'ai les viewers qui viennent entre eux, qui parlent entre eux et au fur et à mesure du temps, on noue des liens. Je sais par exemple, je sais pas, tel viewer a eu un chien, lui sa fille a fêté son anniversaire. Vu qu'ils viennent tous les jours, au bout d'un moment, il y a une relation qui se crée comme ça, qui peut être dangereuse pour certaines personnes, parce que ça reste compliqué, c'est toujours un peu une corde un peu tendue, mais c'est ce que j'aime vraiment, c'est deux facettes totalement différentes et forcément là où il y a des streamers qui vont faire moins d'heures ou en faisant des pauses, etc., qui peuvent se permettre pas vraiment de jouer un personnage parce que c'est dur, mais d'être comme dans les vidéos YouTube, parce que les vidéos YouTube, il y a du montage derrière, on peut être le plus clean possible. Moi, quand je suis en live 7 heures d'affilée, au bout d'un moment, c'est juste Nico qui prend le pas sur One Shooter, et comme je dis souvent, les deux sont liés, c'est pas un personnage. Tu viens me voir en live, tu viens me voir dans la vraie vie, toi qui m'as connu, parce qu'on s'est rencontrés en IRL, je vais pas changer, je suis la même personne et je reste pareil. Ouais, c'est vrai que pour t'avoir eu déjà plusieurs fois, soit au téléphone ou en physique sur les événements qu'on avait fait, c'est ouf parce que il y a One Shooter et il y a vraiment Nico, mais c'est vraiment les deux mêmes personnes. Parce qu'autant il y a des personnages qui se créent avec des alias sur YouTube où vraiment on a un personnage, tu vois, par exemple, c'est Chounet, je crois, qui est souvent en train de casser du sucre sur les jeux vidéo ou sur la presse spécialisée qui note les jeux vidéo. J'avais déjà vu ça. Et là, le cas échéant, c'est vraiment deux personnages. Mais toi, on est vraiment sur une seule et même personne. Et ça, c'est vraiment agréable aussi quand tu discutes avec toi de ne pas avoir cette impression de discuter avec une personne qui
qui a une sorte de dédoublement de personnalité, tu vois. Oui, qui, bon, bah, c'est bon, les gars, il est 8 heures, j'ai fini ma journée, hop, je redeviens Ouais, un clairement. personnage, etc. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi, c'est un de mes créneaux et un de mes fers de lance parce que, je sais pas, enfin, tu passes tellement de temps que je chasse le naturel, il revient au galop, que moi, souvent, les gens, quand ils me demandent, bah, je peux pas, en fait, en 7 heures tous les jours. Donc oui, il y a des fois, je vais être énervé, oui, il y a des fois, je vais être plus triste, ou plus joyeux, plus gai. Donc là, forcément, je me bride parce que je peux pas non plus péter un plomb. Même si je suis quand même, l'avantage que j'ai, c'est que je suis quelqu'un de nature très calme et très posé, donc je vais pas rager, je vais pas m'énerver, je vais pas insulter le jeu ou insulter tout le monde. J'ai pas cette facette là, donc ça me permet d'être moi en fait, je suis simplement moi. Ah, c'est fou, c'est fou. Mais du coup, c'est parfait parce que quand tu as commencé, en fait, comment t'es venu l'idée justement de te dire, bon, bah, je vais me lancer sur le. T'as commencé par YouTube ou le streaming? YouTube principalement. D'accord. Et c'est venu comment? Enfin, comment tout a commencé au final? Bah, j'ai toujours beaucoup joué à des jeux vidéo, j'ai toujours été un tryharder dans l'âme. Et donc soit je comprends vite les choses, soit j'ai toujours un peu travaillé pour exceller. Et au début, je voulais faire des vidéos sur Call of à l'époque, hein, ça remonte à MW2 Call pour of les plus Duty. anciens. C'était laquelle Et version? Modern Warfare 2, MW2? donc vraiment ça date. Et je regardais un YouTuber à l'époque qui s'appelait Corleone75014 qui a arrêté, mais qui faisait des tutoriels sur Sony Vegas et autres. Et j'aimais beaucoup ses vidéos, sa personnalité. Et une fois, bon, pardonne-moi l'expression, mais il avait dit dans une des vidéos, bah, lancez-vous. On peut pas vous faire un deuxième trou au cul. Et j'avoue que c'est une expression que mes parents m'ont souvent répétée. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer. Même si personne regarde mes vidéos, ça me dérange pas. Et si j'ai au moins une personne qui regarde mes vidéos, je me suis toujours dit que du moment que j'ai une personne, bah, je continuerai pour cette personne-là. Et c'est pour ça que c'est comme ça que je me suis lancé. Je me suis dit, bah, j'ai peut-être des choses à transmettre, j'ai peut-être des choses à apprendre. J'aurais aimé être prof, donc je pense qu'indirectement, C'est une passion que tu aurais voulu faire? C'est vrai, c'est un métier que j'aurais aimé faire. Le problème, c'est que je suis dysorthographique, donc c'est une forme de dyslexisme, et c'est très compliqué. Je fais énormément de fautes à l'écrit, et on peut pas être prof quand on fait des fautes à l'écrit, même si j'aurais aimé être prof de maths. Mais je trouve que c'est un métier qui est formidable, le fait de transmettre un savoir. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu transmets un savoir ou une connaissance, c'est comme ça que tu peux grandir, ou du moins qu'on peut s'élever. C'est bien beau d'avoir la connaissance éternelle, mais si on la transmet pas, c'est pas vraiment drôle. Et au début, je me suis lancé comme ça. Je me suis dit, j'ai peut-être des tips ou peut-être des gens voudraient voir ce que je fais, ou mieux comprendre certaines choses. Et voilà, je me suis lancé comme ça. Alors, je n'étais certes pas du tout à l'aise, mais je me suis dit, on va se lancer. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup moins de gens sur YouTube, et YouTube, ça remonte à plus de 10 ans quand même. Donc YouTube, c'était pas du tout pareil. Et je me suis dit, bon, bah, je tente, parce que j'étais ce gamin un peu timide, et même extrêmement timide. Donc, voilà, ça me fait penser, quand tu t'es lancé, du coup, est-ce que c'était dans la période, je veux dire, c'est plutôt récent, c'est plutôt dans la période où il y avait énormément de concurrence? Comment tu définirais le moment T où tu t'es lancé? Le moment où je me suis lancé, c'était il y a 10 ans. Donc vraiment, il y avait personne. Il y avait quasiment même pas de spectateurs en fait. C'est vraiment YouTube, c'était il y a plus de 10 ans. Et puisque ça doit être ça, parce que ma chaîne date du décembre 2010, quelque chose comme ça. Et il y avait beaucoup de concurrence, enfin sur YouTube et sur Call of Duty, il y avait cette sphère de grands youtubeurs, hein, Monsieur le V12, Wartech, Diablo X9, tous ces grands noms. Diablo X9. Et il y avait un peu cette sphère inaccessible. Et donc voilà, pour un confrère à toi qui est suisse aussi. Mais pour le coup, oui, il y avait cette sphère inaccessible. Et moi, je me suis lancé à ce moment-là, mais il y avait beaucoup moins de viewers à l'époque. YouTube n'avait pas toutes les parts de marché qu'il a maintenant, et c'était totalement différent. On se lançait pour la passion de faire des vidéos, et c'était même pas à l'époque où il y avait commencé à avoir cette envie de se lancer uniquement pour gagner de l'argent. Enfin, il y avait même pas d'argent sur les vidéos tout court. Ouais. Donc il y a la monétisation à cette époque-là. Non, c'était, les gens pensaient même pas gagner des sous en faisant des vidéos. C'était vraiment en sortant de l'école ou en sortant du taf ou des trucs comme ça. Ouais, c'était juste, tu viens de finir l'école, tu te dis, bon, bah, je vais faire des conneries, on va dire, sur Internet. Oui, voilà, tu joues, tu filmes ton gameplay, et puis tu le partages sur Internet, et puis les gens le regardent ou pas, bah, tu l'as juste partagé, quoi. Ouais, c'est vrai que je me rappelle de cette période-là, quand t'avais Mister V et tout ça. C'était ouf. Ah oui, c'était une sacrée période. Hein. Et du coup, par rapport à ton démarrage sur YouTube, quand tu as commencé ton activité, tu faisais un autre métier à côté? Ou tu t'es mis à 100% dessus? J'ai étudié, et puis oui, j'ai travaillé aussi, j'ai étudié au collège, au lycée et autres, et puis j'ai travaillé dans différents métiers, principalement en intérim. Voilà.
je travaillais un peu jouer à Carglass en soi. Et puis voilà, et puis après je me suis dit je vais me lancer. Ma chaîne a principalement décollé avec l'apparition de Rainbow Six, donc le 1er décembre 2015. Ça a été mon premier FPS en fait où j'ai découvert ce genre-là. Après je suis parti sur Call of Duty parce que Rainbow Six Vegas 2 s'est soufflé. Je reviens juste là-dessus, si ça te convient. C'est juste, ça a démarré sur ça parce que tu t'es niché, enfin tu t'es mis dans une niche ou c'est que... Dès le début, j'y étais. Je me suis dit, j'étais sur Call of Duty. Call of Duty, forcément, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Et j'avais pas beaucoup d'abonnés ou tout comme ça, mais en plus, moi, je faisais du SD, donc je faisais pas encore du HD. Enfin, c'était pas de la belle HD. Ouais. Donc j'avais vraiment rien pour plaire, entre guillemets, à part le fait d'écrire mes vidéos, de les travailler. Et j'ai toujours eu cet aspect, les tutoriels que je fais actuellement sur Rainbow Six, je faisais les mêmes pour Call of Duty. L'analyse d'armement, quelle est l'arme la plus optique, etc. Mais mon contenu n'était pas vraiment quali. Et ouais, quand le jeu est sorti, je me suis dit je retourne sur Rainbow Six qui est ma première licence de cœur. C'était un peu un appel. Il est temps de reprendre la guerre. Et voilà. Ouais, c'est vrai que ça va bien avec le titre. Et clairement oui, je me suis replacé. Oui, il y avait un secret, enfin pas un secret, mais comment on appelle ça, une envie de se placer directement comme référence sur le jeu. Ouais, voilà. Ouais. Donc après les premiers temps, donc tu t'es installé, c'est juste pour être sûr du parcours. Donc t'es arrivé sur le jeu, t'as commencé de t'installer, t'avais plutôt un moyen niveau ou c'était vraiment complètement aléatoire? Non, j'avais un niveau qui était, je pense, qui était correct. Ça fait un peu bizarre parce que si on dit que j'avais un bon niveau, sinon on dirait un peu prétentieux quand même. Celui-là. Non, mais parce que tu vois, j'ai regardé par exemple en faisant mes recherches avec mes petites mains, tu sais, sur l'interview et tout ça pour avoir les questions et les préparer. Et en fait, j'ai vu que du coup, tu avais été joué en Ligue nationale, que tu avais fait quand même pas mal de compétitions à droite et à gauche. J'ai directement commencé l'e-sport à la sortie du jeu instinctivement, enfin même à la bêta déjà, je cherchais déjà à récupérer l'équipe que j'avais créée sur Call of Duty et transférer, garder le même nom mais recruter de nouveaux joueurs. Et puis oui, j'ai toujours eu les OLO en ranked sur le jeu, donc oui, je sais pas si j'étais bon directement, mais c'est quoi pour ceux qui nous écoutent? En fait, il y a, pour ceux qui nous écoutent, il y a un système de paliers, de rang, de grade qui commence à cuivre de mémoire et qui finit jusqu'à champion, qui est le haut du panier en fait, qui est tout en haut. Mais avant il y avait juste, ça s'arrêtait à diamant qui était le plus haut niveau, et j'ai toujours eu le diamant sur toutes mes saisons. Voilà. Donc en termes de ranking, j'ai toujours eu ce rang diamant sur toutes les saisons de mémoire. Je crois pas la première saison qui avait duré 3 mois, mais toutes les autres après j'ai toujours été chercher le diamant. J'ai toujours cet aspect tryhard compétitif, vraiment le jouer pour gagner qui me plaît dans les jeux vidéo. J'ai du mal à jouer pour chill. Voilà, j'ai vraiment l'envie de gagner, de réussir, etc. C'est une satisfaction personnelle en règle générale, sans tomber dans le mauvais perdant. Dans le mauvais jeu. Voilà, ouais, j'y arrivé. Non, ça c'est vraiment un truc où le rugby me l'a pas mal appris, mais ouais, je remettais jamais, quand je perdais, je remets rarement la faute sur mes adversaires, enfin sur mes alliés, même jamais d'ailleurs. Je travaille toujours sur moi-même parce que voilà, c'est comme ça malheureusement. Ok, tu vois, il y a une corrélation juste avec ma question suivante. C'était du coup pour évacuer ta semaine, parce que tu m'as dit que tu faisais du 16h-23h. Bon, j'imagine que c'est peut-être du lundi au samedi, dimanche, parce que je crois que je te vois aussi en stream le dimanche. Le dimanche, je stream pas normalement. Souvent, je finis mes montages au dernier moment. Ouais, mais ça, j'ai déjà vu des tweets. Ouais. On va dire qu'en termes de professionnalisme et d'horaire, je suis pas le meilleur là-dedans. Mais non, c'est du lundi au vendredi de 16h à 23h, et le samedi par contre je fais de 13h à 19h parce que le samedi c'est voilà, mes horaires sont faits uniquement pour s'adapter à ma communauté. Et puis au final j'aime bien être de l'après-midi, ce qui me laisse le matin ou le début d'après-midi pour taffer sur autre chose. Ok, et après donc le sport tu le fais le matin essentiellement? Ouais, le sport, ouais, il y a 2-3 ans. Mais c'est un de mes gros défauts. Je me suis blessé au pied, en fait. Et donc, pendant longtemps, j'ai dû attendre une petite opération. J'ai pas fait de sport. Et là, faudrait que je m'y remette. Mais c'est un de mes gros défauts de trouver la motivation. On en avait déjà parlé une fois en privé, mais je suis pas, il y a certains trucs où je suis extrêmement passionné, extrêmement motivé. Et d'autres quand je suis seul chez moi, j'ai du mal à me motiver. Vraiment, me dire qu'il faut que je me lève pour aller courir. Même si j'habite dans le sud et que le matin on a 12 degrés, c'est quand même 12 degrés, il fait froid quoi.
Mais c'est vrai que c'est un des défauts que j'ai. Il faudrait que je le reprenne, parce que même d'un point de vue équilibre, je trouve que c'était là où j'étais le plus productif quand on avait cet équilibre-là. Mais c'est le plus dur, c'est de reprendre. Forcément, j'ai arrêté et là, faut reprendre et c'est ça qui est compliqué. Ouais. Non, je te demandais parce que, enfin, moi, je vois déjà le planning que le planning que je me donne pour suivre mes journées, et je sais que si j'enlève la partie sport, marche ou juste m'aérer l'esprit, tu délires très vite parce que c'était impossible de tenir toute une semaine en restant enfermé dans une pièce sans ouvrir la fenêtre, à travailler. Donc, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait une part un peu liée au sport ou peut-être les activités sociales. Certainement, j'imime, quand il y en avait avant le Covid. Oui. Avant le Covid, oui. En plus, j'avais tout ça plus l'e-sport qui aidait pas beaucoup. Maintenant, depuis récemment, j'ai décidé d'arrêter l'e-sport, de ranger les gants au placard pour justement avoir un réel plein temps sur YouTube et Twitch, et me dire, si je perds, je perds. Si je perds pas, au moins j'aurais mis toutes les chances de mon côté. J'irai faire autre chose de ma vie, mais voilà, vu que c'est un souhait de réussir à percer, et forcément, je pense comme tout le monde, tous ceux qui sont sur Twitch et YouTube, ouais. et voilà, on a un peu secrètement cette envie-là. Je me dis, il faut que je mette toutes les chances de mon côté, sinon j'aurais peut-être des regrets, et j'aime pas avoir des regrets. Mieux vaut des remords que des regrets. Exactement. Donc je vais utiliser ton conseil. Il faut que je me remette au sport le matin, parce qu'en plus je pourrais. Mais comme tu dis, des fois c'est compliqué. Ouais, c'est chaud. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon, une fois que tu prends le rythme, les choses se passent naturellement. Oui, voilà, oui. Il faut juste que je récupère le rythme du sport, puis après, une fois que ça devient instinctif, une fois que ton cerveau est formaté là-dessus, ça change pas, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, sur les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes qui se lancent, et ça va nous permettre d'introduire la deuxième partie du podcast. Au niveau de ton démarrage, par exemple, sur Twitch, sur YouTube, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le montage, l'enregistrement, comment ça se passe pour améliorer ton quotidien tout en continuant de travailler? Parce que si ma mémoire est bonne, donc toi, tu réalises donc tes enregistrements, tes clips et tout ça, et en plus de ça, tu montes, tu le fais pas sous-traiter, c'est ça? Oui. Ok, alors il y a que récemment que j'ai trouvé enfin un monteur pour un type de format spécial qui est le best-of. Mais tout le reste, je le monte, et je continuerai à le monter par moi-même, parce que j'ai toujours travaillé comme ça, et c'est plus facile. Pendant l'écriture, je pense déjà en amont un peu au montage. Et tu vois, à la fin, on parlera certainement de l'activité, parce que toi, tu en as fait vraiment ton métier et ton activité pour te verser ton salaire et tout ça, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Là, j'avais une question, c'est, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui veut un starter pack de démarrage, tu vois, par exemple live streaming ou quelque chose comme ça. Quelles seraient les choses que tu pourrais lui recommander de faire si, imaginons, on échangeait, tu vois, tous les deux, et qu'il y a une troisième personne qui arrive à table et elle veut se lancer dans le streaming. Quelles sont les choses que tu lui recommanderais en termes de logiciel? Alors, en termes de logiciel, en termes de façon de penser par rapport à l'orientation de sa chaîne, l'audience, tu vois. Vraiment le from scratch du démarrage, tu vois, le plus basique. Alors déjà d'un point de vue logiciel, chacun utilise un peu ce qu'il veut. Si c'est pour du live, moi je suis un peu de l'ancienne école, je vais utiliser OBS, mais la version studio qui est un peu plus poussée. Et il y a de nombreux, d'ailleurs, ce qui est formidable de nos jours, c'est qu'il y a des tutoriels pour tout faire, donc voilà. Moi j'utilise OBS Studio, ça fonctionne très bien depuis des années, open source, etc. Pour le montage, j'utilise la suite Adobe, ou sinon donc Adobe Premiere Pro pour le montage, Adobe Photoshop pour les images, les miniatures, ou sinon il y a Sony Vegas Pro. Donc c'est toi qui fais tes miniatures. Oui, alors maintenant c'est quelqu'un un graphiste qui me les fait, parce que j'ai appris en vieillissant que délester un peu de travail aux autres, déléguer, pardon, voilà, du travail aux autres, c'est aussi une bonne chose. Et parce que souvent mes abonnés me disaient, tes vidéos elles sont géniales, hein. Le problème c'est que tes miniatures elles donnent pas envie de cliquer, ce qui est un peu quand même le fer de lance sur YouTube, d'avoir des miniatures qui sont accrocheuses et qui donnent envie de cliquer. Mais voilà, maintenant que je l'ai compris, voilà, on peut pas savoir tout faire, et je suis nul en miniature. Voilà, je confesse ce secret. Il y a absolument aucun problème de dire qu'on n'est pas pas bon dans quelque chose. Oui, voilà, c'est aussi bien de reconnaître ses défauts, ça nous permet aussi d'évoluer. Donc là, non, c'est une personne qui fait mes miniatures, mais à l'époque, quand je les faisais, et même à l'heure actuelle, quand j'introduis des images dans mes vidéos, elles passent tous par Photoshop.
Okay. Voilà, quand je dois les détourer, etc. Donc, et puis sinon il y a Sony Vegas Pro comme logiciel de montage qui fait aussi très bien le travail. Pour l'enregistrement de clips sur le jeu sans forcément live, donc sans OBS. En plus, il y a Nvidia Shadowplay qui est disponible pour Nvidia. Voilà. Nvidia Shadowplay, c'est ça? Voilà. C'est intégré au logiciel Nvidia, AMD je crois à son logiciel aussi. Et pour l'audio, par contre, j'utilise Audacity et après qui permet aussi de faire le mixage audio, de couper les blancs, etc. Qui prend beaucoup de temps souvent dans les vidéos, plus qu'on peut le croire. Voilà. Les blancs. Donc couper les blancs, couper les bruits de bouche, couper les moments de respiration, les moments d'hésitation. Ouais. Je fais tout sur Audacity, comme ça après j'ai déjà mon fichier audio fini et là je l'envoie après je le mets dans Adobe pour monter ma vidéo. Ok. Et je reviens juste sur la partie Nvidia, Shadowplay et Audacity. Enfin, on a compris qu'Audacity c'était pour la piste son, donc au final c'est bon, on va pouvoir passer juste sur Nvidia. Nvidia Shadowplay, on disait que c'est pour faire les clips, mais je viens de penser que c'est pour enregistrer voilà. Le jeu, ouais. Ok, donc c'est pour enregistrer les jeux et des moments en particulier en fait, c'est bien ça. C'est ça, ouais. Soit tu recordes une piste complète, donc tu lances ton record et tu le coupes quand tu veux. Soit tu peux filmer avec une mémoire tampon. C'est pour ça que j'ai utilisé une vidéo au début, parce que c'était le seul logiciel à faire ça. Admettons, tu joues, t'as pas forcément ton logiciel de lancer. Moi, je sais que par exemple, quand j'appuie sur une touche, il filme automatiquement les 5 dernières minutes précédentes, ce qui me permet pour récupérer des clips pour un best-of et autres, puisque on lance pas tout le temps notre logiciel de montage en disant là, on va faire les actions qu'il nous faut. Moi, je sais que dans ma tête, j'ai déjà un plan de plusieurs vidéos que je dois bosser. Bah, je sais que si je joue sur telle carte avec tel opérateur, si je rentre une belle action, hop, je filme je recorde automatiquement avec cette mémoire tampon. Je crois que maintenant il y a de plus en plus de logiciels qui le font, mais Nvidia, ça fonctionne, c'est carré. Ouais, bah c'est la puissance Nvidia, on connaît. Hein. Voilà, Nvidia, c'est un peu l'équivalent d'Intel, quoi. Donc c'est mastodonte, ils font tout, ils savent tout faire, donc c'est parfait. Ok. Et d'ailleurs, tu disais tes vidéos, elles sont, enfin, il y a une partie un peu quand même qui est scriptée. Ou pas du tout? Ouais, elles sont toutes écrites. Pour les débats, je vais. Avant, j'écrivais tout. Maintenant, j'arrive à travailler maintenant en écrivant les grandes lignes et en laissant un peu mon imagination, Ouais, je connais bien. De débattre, parler dans la vidéo, mais j'essaie quand même d'aborder. Là où pour les tutoriels, j'écris vraiment tout. Il y a une part de d'imagination qui rentre en compte, d'improvisation plutôt, parce que forcément des ponctuations de phrases ou des façons de parler ou intégrer mes petites blagues avec mon accent de sudiste, parce que voilà, je reste quand même un être humain et que faut pas que mes vidéos, à une époque je lisais vraiment mes vidéos et les gens le ressentaient. Maintenant j'essaye de moins faire ça, qu'elles soient plus intuitives, mais les tutoriels je suis obligé de les écrire parce que il y a souvent des points assez précis, donc pour pas perdre les gens et pour que les gens comprennent tout. Comme ça, j'écris les points et je vois en même temps que je les écris quel point peut être compliqué. Là où je pars du principe que mes vidéos, elles sont pour tout type de joueur. Un joueur très expérimenté peut apprendre des choses à travers mes vidéos et un joueur totalement débutant va comprendre la même vidéo qu'un joueur expérimenté, même s'il n'a pas tout le background, toute l'expérience nécessaire. Comme ça, je suis sûr que je perds personne et que la vidéo, au moins dans ma tête, elle est carrée et elle peut sortir. Ouais, ça reste consommable pour tout type de personnes qui exploitent, on va dire, qui jouent aux jeux vidéo de manière générale. Okay. Demain, tu connais pas le jeu, tu veux te lancer, ou tu veux, même si tu joues au jeu déjà avec tes amis et que tu veux apprendre un peu plus de choses ou passer un bon moment, tu comprendras la vidéo comme tout le monde. Ok. Et je reviens justement sur le setup de démarrage. Est-ce que tu as une idée à peu près du prix qu'il faut prévoir pour démarrer, vraiment pour démarrer, et après peut-être on va dire intermédiaire et vraiment le best équipement à la fin avec le prix et tout, ou tu as vraiment gardé le même setup depuis le départ? Les prix, plus le temps passe, plus j'évolue. Le problème de ce milieu-là, c'est que vu que c'est un milieu de niche, ça coûte quand même très cher. Les prix, c'est très très cher. Au début, il faut que les gens se focalisent sur l'audio. C'est le plus important dans une vidéo, et c'est pas la vidéo en elle-même, c'est vraiment l'audio. Une personne peut regarder une vidéo si elle a un bon son, mais qu'elle a une qualité vidéo pas exceptionnelle. Par contre, tu peux pas regarder une vidéo si tu peux pas regarder une vidéo si l'image elle est en 4K mais que le son est dégueulasse, les gens la regarderont pas. Demain tu fais le test, tu regardes une vidéo en 4K super bien sur une super télé OLED, etc. Tu coupes le son, tu vas vite zapper. Mais si l'audio est bien, tu peux rester, même si l'image n'est pas parfaite, il faut faire du 1080p de l'HD, mais t'es pas obligé d'avoir des super grosses caméras, des traitements post-prod d'image, etc. Donc vraiment, c'est se concentrer là-dessus. Après, maintenant, les prix évoluent de plus en plus et il y a des marques qui essayent de faire des prix d'abord. Moi, Elgato, je crois. Setup, Elgato qui est vraiment une marque de niche. Et Elgato, la force qu'ils ont, c'est que je trouve que certains produits sont un peu chers,
comme leur lampe par exemple. Mais le problème qu'on a, c'est que ils ont le monopole absolu, donc on n'a pas le choix. C'est un peu le problème qui se passe. Asus, Elgato, je suis en train de regarder. Je crois que ça appartient à un autre groupe un peu plus gros. Je voudrais pas dire de bêtises. Hein. Ouais, pareil. Donc vraiment, mais voilà, ils ont vraiment le monopole des lumières, du Stream Deck qu'on utilise tous, qui est vraiment qui est l'équivalent d'une régie en fait. Qui maintenant ils ont lancé un micro, ils ont le fond vert qu'on utilise absolument tous, qui est formidable. Il est incroyable. J'en ai un dans ma chambre, ouais. Le déroulant comme ça. Après c'est vrai qu'ils sont cher, mais la qualité des produits est toujours top, forcément. Mais oui, c'est une niche. Un micro coûte cher, un bras de micro, une carte son externe, tout coûte cher. Après, maintenant, on peut avoir des micros USB qui filment très bien, enfin qui recordent le son très bien. Il y a de plus en plus de micros. Je pense les gens, si demain vous voulez vous lancer, il y a moyen de pas forcément payer des milliers et des cents, et ça sert à rien de forcément commencer avec la configuration la plus chère, la configuration que j'ai à l'heure actuelle, où j'ai la chance d'avoir 2 PC, etc. quand je filme. Est-ce que j'aurais su l'exploiter à 100% quand j'ai commencé? Pas forcément. Je pense qu'il est important de bien se renseigner. Il y en a pour toutes les bourses, et quelqu'un qui est passionné, peu importe l'argent qu'il met dedans, le travail, on le ressentira durant l'écriture, durant l'intonation de la voix, durant l'envie, tout simplement. Oui, ça va rendre le truc, l'ensemble vivant, en fait. Voilà, c'est ça. Demain, tu peux avoir la régie la plus chère du monde. Si t'es pas à l'aise, ça va se ressentir. Ou si tu connais pas mal le matériel, ça va aussi se ressentir. Tu vois, je fais l'aparté avec Squeezie. C'est un aparté qui est choisi volontairement. Hein. Mais tu vois, par exemple, il a de plus en plus d'abonnés sur Twitch, de plus en plus de personnes qui le suivent sur YouTube. Et maintenant, c'est quand même une figure disons que quand il communique, ça a quasiment le même impact que le président de la République au niveau de la France. Ah oui, c'est le numéro 1 dans le gaming, de toute manière. Voilà, donc du coup, quand il communique, il doit faire attention à ce qu'il dit et tout. Et j'ai vu que récemment, ça fait déjà un bon bout de temps, je crois que ça fait 2 ans, mais pour moi, c'est récent. Il a complètement réduit, on va dire, il est parti sur des miniatures et tout un peu plus minimalistes sur ses streams Twitch et tout, notamment, pour plus que les gens puissent générer du conflit ou ce genre de choses. C'est des choses que tu mets en place aussi peut-être en grandissant, en voyant ta communauté évoluer, j'imagine. Comment ça, sur le fait d'éviter de créer des conflits? Eh ben, tu vois, par exemple, quand tu te balades sur son stream, donc tu as accès au chat et tout ça, mais bon, ça va tellement vite parce qu'il y a tellement de personnes qui parlent à l'intérieur. Quand il est en jeu et qu'il y a des nouveaux abonnés, il y a juste une toute petite notification discrète qui indique telle personne s'est abonnée, telle personne s'est abonnée. Et avant, sur d'autres barres de streaming ou d'overlay, donc c'est pour voir les inscrits, les derniers bits envoyés et tout ça, on va y venir après. Ça affichait tout le temps le nom des personnes et tu avais une sorte de course à celui qui donnait le plus, à celui qui, tu vois. Oui, je vois. Après, je pense que c'est un choix du fait que, comme tu dis, il y en a énormément. Le fait que moi, je sais que j'affiche par exemple le nom des derniers abonnés payants, le nom du dernier donateur et le nom du plus gros donateur du mois. C'est un choix. J'affiche pas par exemple les tiers, mais parce que je veux garder quand même un overlay minimaliste. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus on évolue sur cet overlay un peu minimaliste comparé à l'époque où c'était très surchargé en informations. Je pense aussi que par exemple, dans son cas, où quand tu es un gros streamer et que tu reçois beaucoup d'abonnés en continu, de donations, etc., vu que ça change beaucoup, peut-être pour éviter un nom troll qui apparaît à l'écran, parce que forcément, il The Kerry. Avec, voilà, par exemple, pour Squeezie, il est affilié à des marques. Moi, je sais que j'ai pas des milliers d'abonnés. Donc, si je vois un nom d'abonné qui est un peu choquant, je le masque avec, je peux le faire seul, j'ai pas besoin d'une régie, etc. Il y a pas 3 millions de viewers sur mon chat, je le masque et puis après, quand il y a un nouvel abonné qui a un nom respectueux, je le raffiche. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de troll, on va dire. Là où plus tu grandis, plus t'es gros en termes de stats, plus tu attires le troll, forcément. Donc je pense que c'est aussi un choix forcément édito. On essaye quand même de pas dire n'importe quoi et de voilà. Enfin moi j'essaye, certains le font. Mais tu peux quand même mettre des modérateurs sur ta chaîne. Oui, moi j'ai des modérateurs par contre qui font que je salue d'ailleurs et qui font un travail formidable. J'ai pas besoin d'avoir une armée de 15 modérateurs parce que j'ai pas non plus 2 millions de viewers, mais j'ai quand même quelques modérateurs qui font un travail formidable, qui répondent à mes questions ou qui suppriment les messages de troll ou de haine, etc. instinctivement. Et d'ailleurs ils sont très réactifs sur ça, donc
Ça, je les salue. C'est hyper intéressant. Comment tu fais pour recruter, parce que je pense que ça peut intéresser les personnes qui écoutent, comment tu fais pour recruter des modérateurs? C'est eux qui viennent à toi? C'est toi qui les recrutes? Moi, je le fais, déjà quand je recrute, je dis aux gens je recrute, hein, par exemple, et après ils m'envoient sur mon Discord, je leur dis de faire une candidature, c'est un peu bizarre, mais déjà je pars sur des gens qui sont là souvent. Moi, je pars du principe un modérateur à moi peut répondre à mes questions en mon nom. Donc ça veut dire qu'il Oui. il sait les choses sur moi et qu'indirectement sa parole est la mienne, mais ma parole est la sienne aussi. Donc je peux pas prendre quelqu'un en qui j'ai pas confiance ou qui demain par exemple je te dis quelque chose de très grave mais va se mettre à lâcher des insultes racistes et tout. Le problème c'est que plus tu grandis, plus les gens vont dire ah t'as vu c'est le modérateur de telle personne. Je peux pas me permettre de faire ça et personne peut se permettre de faire ça parce que je cautionnerai pas ces choses-là. Donc moi je prends des gens qui sont là depuis souvent, des habitués qui me suivent. Certains depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, donc ils peuvent largement parler en mon nom et puis largement faire le travail de modération parce que comme moi j'ai quand même très peu de trolls ou de gens désagréables. Ça vient par petites vagues, des fois t'as 5-6 personnes qui voilà des enfants qui veulent t'embêter. Bah par ça la plupart du temps ils répondent juste à des questions à ma place que j'ai déjà répondu en vidéo ou que j'ai déjà répondu sur divers sujets. Mais ouais non c'est un peu. Moi, je pars du principe que c'est quand même une responsabilité et qu'on peut pas prendre n'importe qui. Donc, je fais vachement gaffe à ça. Inévitablement, il propage aussi ton image et ton contenu au final. Voilà, c'est très important de faire attention à ça. Parce qu'on est très vite pris dans des débats de nos jours sur Twitter et tout. Surtout sur Twitter. Voilà, le débat à la chasse aux sorcières est assez rapide, je trouve, et donc faut faire attention à ça. Bah, c'est le problème avec les réseaux sociaux. Enfin, on en avait déjà discuté, c'est que beaucoup de conversations qui étaient liées au comptoir au comptoir d'un PMU sont passées sur le web. Donc, voilà, c'est ça. Et on a donné un outil de communication à des gens dont on n'a pas vraiment forcément envie de débattre. Pour certains ne devraient même pas pouvoir débattre. Mais ça, c'est autre chose. Et le problème, c'est que tout le monde rajoute son grain de sel. Et là où avant, boule de neige ensuite. Voilà, Twitter, j'ai toujours fait attention, mais j'ai toujours eu une image lisse. Ce qui est très amusant, c'est que je pars du principe que je suis tout le temps suisse. Je veux pas me mettre dans des conflits, je veux pas me mettre dans des débats. Voilà. Quand je donne mes avis, c'est que c'est des avis mûrement réfléchis. Mais sinon, la preuve, on me voit pas dans des dramas avec telle ou telle personne, tel ou tel youtubeur, tel ou tel joueur. Parce que après, c'est ma personnalité qui est comme ça, mais je suis quelqu'un d'honnête. Quand j'ai des problèmes avec des gens, je vais directement les régler. Je passe pas par les réseaux sociaux. Et puis voilà. Et puis, mais certains, oui, de nos jours, les dramas peuvent aller très vite. Donc, il faut faire vachement attention à ça. Il y a deux gros marketeurs en ce moment qui ont bien travaillé par rapport à ça sur Thibaut InShape et Juju FitCat. Oui. Mais bon. Ce fameux drama qu'a pop récemment. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une superbe mise en scène au niveau marketing aussi pour permettre de relancer des chaînes YouTube ou tout simplement augmenter la notoriété. Des stats, etc. Squeezie et Cyprien l'avaient fait sur le ton de l'humour pour parodier les juste. Américains, mais il l'avait fait très bien d'ailleurs. Moi, ça m'avait amusé, mais ça me fait toujours rire de voir les gens qui s'impliquent dedans tel un fer de lance. Il faut que je le défende à tout prix. Je trouve ça très amusant. Ouais, il y avait One Kill Studio aussi, je crois, avec l'un qui était racide. Je sais pas si ça te parle, ça. Non, devant, non. Il l'avait fait aussi pour supprimer la chaîne One Kill, justement, je crois. Ah oui, qu'ils avaient justement plagié. Eux, après, ils avaient détourné le Cyprien et Squeezie, oui, je m'en souviens. Oui. C'est ça. Ça m'a fait vraiment rigoler. Et tu vois, on a parlé donc du streaming, on a parlé comment démarrer, on a parlé de ta façon de faire en général. Est-ce que tu as des astuces? C'est vraiment une question bizarre, mais est-ce que tu as des astuces au quotidien? Tu vois, par exemple, moi le matin, à 7h, je me lève, je fais des fois exprès de pas mettre à charger mon téléphone la nuit pour que le matin, de temps en temps, je le consulte pas pour être tout de suite plus productif et au réveil, voilà. Bon, après, des fois, j'ai un autre radio réveil à côté, mais tu vois, parce que des personnes l'utilisent comme radio réveil, c'est à chaque fois la décale. Mais est-ce que tu as des petites astuces comme ça dans ta vie de tous les jours pour ton quotidien? Et ce qui est très amusant, c'est que bon, déjà, moi, j'ai pas vraiment de problème de batterie vu que j'ai un Android et j'ai pas un iPhone. mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment de tips. En même temps, je suis clairement pas parfait. Hein. À chaque fois, je me fixe un horaire où je dois me lever, puis je me lève 3-4 heures après. Mais parce que j'ai un rythme de vie qui est totalement décalé et un lit très confortable. Ce qui est et ça, c'est un gros problème.
Ouais, j'ai fait l'erreur de me dire je vais m'acheter un lit extrêmement confortable quand j'ai un peu d'argent, etc. Je me suis dit je vais vraiment prendre le top du top parce que toute ma vie j'ai dormi dans un clip-clap en tant qu'adolescent, etc. Je me suis dit là je me prends un truc super confortable. J'ai malheureusement un lit qui est quand même beaucoup plus confortable que certains hôtels, même de grands hôtels dans lesquels j'ai pu aller, ce qui est un grave problème. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai une relation un peu compliquée avec mon lit, mais voilà, je suis pas vraiment le meilleur pour réussir à me lever ou pour être productif vraiment. C'est un peu le problème qu'on a quand on fait ça, c'est que, comme tu dis, je suis seul dans mon bureau toute la journée et c'était plus facile quand je travaillais mais que j'avais un patron. C'est-à-dire que je peux être très productif et passionné de tout, mais vu que je suis mon propre patron, c'est dur pour se mettre des barrières. Je sais qu'il y en a qui arrivent très bien à le faire. Toi, en l'occurrence, tu arrives extrêmement bien à le faire, je trouve. Et je suis toujours admiratif de ça chez toi. Je fais un spetnaz là-dessus. Voilà, ça c'est formidable, les gens comme toi qui arrivent à le faire. Et grâce en faisant ce genre de choses, on peut faire énormément de trucs. Moi, malheureusement, c'est un de mes gros défauts que j'aimerais changer, mais j'arrive pas. Voilà, moi je me lève, je vais check mon téléphone tous les matins, les messages que je reçois, etc. Ouais, parce qu'il y a une communauté aussi. Voilà, forcément, je commence déjà à y répondre et je suis direct dans le bain. Et souvent, je fais les choses au dernier moment, ce qui est un défaut. Donc, j'ai pas vraiment de tips. Je pourrais dire, ne faites pas comme moi, mais je pourrais pas vous conseiller dans ce domaine-là de me suivre. Mais je pense que l'époque où je faisais du sport et que je me disais, là, je vais courir, là, je vais marcher et tout, c'était quand même mieux en termes de régie. De faire du sport. En plus, maintenant, c'est compliqué avec le sport parce que tu en parlais tout à l'heure, mais les salles de sport qui ferment, etc. C'est quand même assez compliqué. Ouais, là où compliqué. vraiment je m'étais dit, je reprends le sport dans une salle de sport, ce qui est plus facile parce que je me déplace. Au même moment, elles ont fermé. Je te dis, c'est un peu couillon de s'inscrire à une salle pour qu'elle ferme 2 jours après. Ouais. Mais ouais, on vit une période assez difficile en ce moment, mais j'ai pas de réels bons tips, à part s'entourer de gens forts, justement, de faire un gros travail sur soi-même. J'aurais pas de tips. J'ai essayé de chercher, pourtant, mais. Non, mais au contraire, c'est bon à prendre. Des fois, c'est même dans nos petites faiblesses, on va dire que on trouve des choses à exploiter. Donc là, tu vois, facilement. Oui, c'est surtout que je reviens là-dessus parce que quand tu m'as posé, quand tu m'as écrit les questions avant, parce que voilà, pour me renseigner, c'est vrai que souvent on voit les vidéos de, je sais pas, pendant 24 heures, tu vas suivre, je sais pas, tel youtubeur, ou tu suis le quotidien d'un youtubeur, et souvent dans ces vidéos-là, dans ces vidéos de setup-là, ils sont toujours parfaits. Et limite, moi, en tant que youtubeur, des fois, je culpabilise un peu en disant, ah ouais, lui, il fait des papiers, il fait ses machins, il fait des bidules. Mais voilà. Il y a une grosse mise en scène aussi, je pense, voilà, derrière. si vous nous écoutez, il y a très peu de gens parfaits sur Terre, sachez-le. Et n'ayez pas honte de pas être parfait. Je peux vous le dire maintenant. Deuxième secret que je confesse à ce micro, je suis loin d'être parfait, malheureusement, et souvent je vais faire les choses au dernier moment, mais il y a peu de youtubeurs qui arrivent à être seuls chez soi et vachement cadrés. Souvent on regarde des youtubeurs de la Redbox ou des Cyprien, un truc comme ça, des gens qui ont une régie derrière, qui ont des rendez-vous, qui se déplacent tel McFly, Carlito, qui vont dans des studios, etc. Quand t'es seul chez toi, c'est difficile. T'es souvent tenté de regarder un dernier épisode avant d'être couché. T'es souvent tenté d'ouvrir Netflix à la place d'ouvrir Word pour commencer à écrire. Des trucs comme ça. C'est malheureusement un grand défaut. Et vu que t'es seul chez toi et que t'es ton propre patron, t'as personne pour t'engueuler. Et voilà, c'est assez problématique. Et justement, comment tu en arrives à te faire récupérer par des majors aussi importants que de nom, c'est Webedia. Il y a aussi en Amérique. Webedia, ouais. Et en Amérique, il y a différents noms, mais je sais plus trop c'est quoi. J'ai plus les noms. Je sais plus les noms. Comment on se fait recruter par ce genre de major-là, comme tu dis, de régie publicitaire? Simplement parce que tu as énormément d'abonnés, que tu fais beaucoup de vues et donc que t'es bankable. Moi, je suis pas raffilié. À l'époque, j'étais raffilié à Maker Studio de mémoire, ça s'appelait, je sais pas si c'est le nom, qui est aussi un gros d'ailleurs au passage, mais qui me proposait rien à part prendre 30% des 3 euros que je gagnais. Donc j'ai quitté. C'est un ami à moi qui se reconnaîtra, qui m'a donné ce conseil-là, et c'est sûrement le meilleur choix que j'ai fait parce que techniquement, c'est censé te protéger sur les droits d'auteur, ça ne le fait plus. Et puis, pour certaines régies publicitaires, c'est censé te trouver des partenariats, etc. Mais il faut que tu aies beaucoup d'abonnés pour les rejoindre. Il faut que tu sois très bankable. Il faut que tu aies déjà beaucoup de vues. Donc, c'est des choses que tu peux accéder quand tu es déjà au sommet. Ouais, ça fait beaucoup de si pour finalement. Voilà, il faut déjà que tu sois dans la sphère un peu élitiste, un peu dans l'élite, on va dire, pour parler très simplement, pour rejoindre ce genre de contenu-là. Ou sinon, ils vont te récupérer dans leur filet, mais tu auras pas forcément des offres intéressantes ou pas de négociation. Tu auras rien du tout en fait. Donc voilà. Autant les tenter en solo. Moi
moi je sais que je suis en solo parce que je fais des vidéos sur le jeu d'Ubisoft, mais si j'ai un problème de droit d'auteur, je vais directement contacter Ubisoft. Après, c'est la chance que j'ai parce que j'ai aussi été star player, donc j'ai des contacts, mais les problèmes de droit d'auteur, je mets pas de musique, donc j'ai pas de problème avec YouTube. Et puis voilà, et puis je monte en indépendant parce que les avantages que tu avais à l'époque ne sont plus les mêmes avantages maintenant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup se sont entre guillemets cassés la gueule, parce que là où ils te protégeaient des droits d'auteur, là où tu pouvais mettre n'importe quelle musique, etc. Bah YouTube, ils ont dit peu importe, nous on a des problèmes avec les réclamations de droits d'auteur, on vous enlève vos droits. Donc c'est ouf parce que là, tu vois, en plus, ma question qui allait suivre, c'était un rapport c'était par rapport à l'activité, la rémunération et ce genre de choses. Comment tu arrives à en vivre en fait? Et toi, t'es arrivé, tu m'as tendu la bonne perche. Les gens ils vont croire que c'est scripté, mais on est connecté. Mais pas du tout. C'est juste connecté. Mais non, comment peux-tu répéter la question? Oui, je disais par exemple, donc là, toi, tu disais que au niveau de l'activité, tout ça, tu travailles toute la semaine sur ça, et au final, les gens, la plupart qui nous découvrent ne savent pas quelles sont les sources de revenus possibles sur une activité liée à YouTube ou au stream. Est-ce que tu peux nous donner des sources de réponses ou pas du tout? Je sais pas. Oui. Après, sans forcément entrer dans les sommes. Sans forcément dans les détails, ouais, mais ce que les gens aiment, vous en faites pas. Je suis loin d'être riche et tous les youtubeurs ne gagnent pas 15 000 euros. Ça serait trop beau, sinon. 45 000, si je peux me permettre. 45 000. Si je pouvais gagner 45 000 euros, ce serait ma mère la première des heureuses. Mais non, il y a des différentes sources de revenus. Donc soit il y a YouTube avec la rémunération qui a les pubs, qui a quand même extrêmement chuté comparé à une époque, qui s'est même cassé la gueule. Donc sur YouTube il y a ça. Ils ont mis un peu le même système que les abonnements payants sur Twitch, mais c'est clairement moins vu que déjà le spectateur YouTube est moins habitué à payer pour devoir regarder du contenu ou payer pour soutenir un créateur, c'est un peu problématique. Ah ouais. Donc sur YouTube il y a la rémunération via les pubs, là où sur Twitch il y a les rémunérations via les bits, donc les cheers, qui est une monnaie virtuelle qui a été mise en place par Twitch, qui permet en échange d'envoyer 10, 15, 20 joyaux, qui n'est pas le même prix que des euros, et on peut faire apparaître un message à l'écran. Une sorte de crypto-monnaie, c'est ça? Ouais, je sais pas, je suis pas assez poussé dans les détails de la crypto-monnaie, mais c'est un peu une monnaie un peu virtuelle qui a été mise en place par Twitch. Je sais pas si c'est la définition de crypto-monnaie. Il y a l'abonnement payant qui soutient généralement le plus le streamer, qui en échange d'un abonnement payant, on a un badge de sub de fidélité, on a le droit à des émoticônes personnalisés, donc voilà, et qui permet tous les mois on s'abonne, on peut l'arrêter quand on veut, mais tous les mois pour 5 euros on s'abonne, et une partie de la somme, il y a un pourcentage qui est reversé à Twitch et un pourcentage qui est reversé au streamer. Et ou sinon il y a les donations sur Twitch qui permettent en échange de faire passer un message, on donne 1, 2 ou 3 euros, peu importe la somme. Donc ça c'est les moyens sur Twitch. YouTube c'est de la pub, ou pour certaines personnes faire des OPSP, donc de la publicité rémunérée, voilà. Okay. C'est un peu les façons de rémunération, voilà. Après il y a des sites tiers, etc. Comme etc. Mais OnlyFans ou ce genre de choses, j'ai vu récemment. Ouais, OnlyFans, je suis pas assez joli malheureusement, mais parce que c'est quoi? J'en ai entendu le principe. J'ai vu des potes à moi qui se sont lancés là-dessus et qui sortent des sommes astronomiques. Et j'ai commencé à regarder. Mais je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai vu beaucoup le drama autour de femmes ou d'hommes qui envoyaient des photos dénudées en échange de l'argent, etc. Je pense pas que ça a été fait comme ça. Je pense que c'est un peu comme Patreon, c'est soutenir un créateur via une plateforme tierce. En échange, on a des previews, donc je sais pas, on voit le contenu en avance, ou on peut aider à chercher des idées de vidéos, etc. Ça dépend des youtubeurs. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui utilisent par exemple ça, le Patreon, très américain aussi. On l'a connecté aussi. Voilà, beaucoup l'utilisent là-bas, mais voilà, en échange, ils ont des infos sur les vidéos, des infos sur les tournages, etc. Mais je trouve que c'est encore très américain. Moi, je sais que j'ai pas de cagnotte, ou j'ai pas ce genre de choses là. Utip, voilà. Utip avant Utip, c'était on regardait des pubs et t'avais 5 centimes quand une personne regardait une pub qui allait au créateur. Maintenant eux aussi, je crois, ils ont fermé, ou ils ont changé leur politique parce que à cause de la crise du Covid, etc. Donc avant j'étais sur Utip, mais j'avoue que maintenant j'y suis même plus. Non, c'est vraiment mes seules sources de revenus. Donc YouTube et Twitch, avec les partenariats de temps en temps, comme Ubisoft. Mais j'ai pas de partenariat. J'ai pas de. Si j'en avais qu'on me proposait, comme j'en ai fait une seule vidéo qui a été sponsorisée, je les accepterais, mais j'en ai pas forcément. En tant qu'indépendant, c'est plus difficile d'aller chercher des marchés. C'est intéressant justement. Je sais pas si on peut creuser ce sujet, mais c'est pas forcément. Tu reçois pas en tant que one shooter, alors que tu es extrêmement
quelqu'un de communicant vis-à-vis de ta communauté et ce genre de choses? Si je reçois, mais c'est pas des choses qui m'intéressent forcément. Ah, d'accord. Du Raid Shadow Legend. Ouais, Raid Shadow Legend, j'en ai fait une, par exemple. C'est la seule vidéo que j'ai fait. Et les gens l'ont plutôt bien pris. Moi, j'ai pas de problème avec ça, de problème à ce rapport-là, etc. Je sais que ma communauté bienveillante m'a toujours dit, non, mais fonce, hein, si tu peux, ça peut te permettre de gagner ta vie et tout, n'hésite surtout pas. La dernière que j'ai fait, donc, pour Raid Shadow Legend, c'est tombé au même moment où mon père a dû se faire opérer du genou, etc. Donc, l'avantage, c'est que c'était tout bénef. J'ai pu payer une partie de l'opération, ce qui est quand même très satisfaisant. Satisfaisant quand quand le fils, paye l'opération du père. Moi, je trouvais ça très bien. Mais je sais que si j'avais d'autres marques qui me contacteraient, j'hésiterais pas. Après, je filtre énormément. C'est-à-dire qu'on me contacte tous les jours, mais que souvent je dis non. C'est parce que c'est pour placer du produit de dropshipping chinois ou trucs comme ça. Franchement, avec tous les messages que je reçois, je refuse tout. L'avantage, c'est que ma communauté le sait. J'ai créé cette communauté au fil du temps où les gens, pour beaucoup, ont confiance en moi. T'es un peu le grand frère, t'es un peu le pote, t'es un peu l'ami, t'es un peu le confident de ces gens-là, parce que tu passes beaucoup de temps. On a aussi maintenant, j'essaie de faire vachement attention, mais puis on a des jeunes qui nous suivent et je sais que par exemple pour certains, je suis leur premier youtubeur ou c'est leur premier jeu Rainbow Six, et donc t'as cet aspect très famille et moi je veux pas vendre à outrance et les gens le savent, donc indirectement ils placent aussi cette confiance en toi. Et il y a le dilemme où forcément on veut tous gagner notre vie, hein, on a besoin de vivre, mais je sais que moi j'accepterai pas n'importe quoi, ce que les marques qui m'ont déjà contacté le savent. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, je dis si c'est nul, je vais le dire en vidéo. Et si c'est pas bien, je le dis en vidéo. Donc les gens comme ça le savent. Et souvent par exemple, j'ai présenté des produits, des casques, etc. que j'utilise. Souvent les gens ils me disent, mais est-ce que tu le recommandes toujours? Ça fait 3 ans que j'ai fait la vidéo et j'utilise toujours le même casque pendant 3 ans. La preuve, elle est simple en fait. Voilà, c'est pas. Au moins, on peut pas faire mieux. Si c'était nul, croyez-moi, je l'aurais viré depuis longtemps. Ok, mais c'est intéressant pour la suite en vrai, parce que on pense toujours que on est tout le temps en train de crouler sous les demandes de partenariat et tout ça, mais c'est pas forcément des demandes de partenariat de qualité. C'est bien de soulever. C'est souvent, vu que je suis pas rattaché, comme tu disais, à un network, à une régie, etc. Normalement, ils ont déjà eux des marketeurs qui font ce travail-là de démarcher des marques et tout, et les marques vont travailler avec ces grosses marques, et au bout d'un moment, c'est un métier de niche. Ouais, clairement. Là où moi, les mails que je reçois, c'est des boîtes qui sont pas intéressantes ou des jeux mobiles pas intéressants. Et souvent, je dis, je l'applique comment, en fait, avec mon contenu? Je peux pas, tu vois. Oui, c'est qu'ils se mettent pas forcément nous, disons qu'au niveau marketing, si on contacte quelqu'un, on va quand même aller se renseigner sur son contenu, on essaie de s'installer dans... Là, c'est des marques, c'est des mails génériques, ils voient qu'ils vont dépasser la barre des 80 000 abonnés, ils vont t'envoyer un message directement. Mais si demain, une marque me disait, partage notre peinture, même si c'est très bien payé, comment je l'amène dans un contenu? Il est toujours là le problème. Et puis souvent, vu que t'es pas avec des grosses régies, les régies négocient les marques, les prix, les sommes en avance et tout. Là où moi c'est pas le cas, et souvent ils essayent de t'arnaquer. Et toutes les marques à l'heure actuelle qui m'ont contacté ont toujours essayé de me proposer des chiffres à la baisse. Et je me dis, mais attendez, pas pour être méchant, mais je vais pas perdre mon temps pour ça. Si je veux m'acheter un paquet de sneakers, je peux le faire. Hein. J'ai pas besoin de faire un partenariat sur ça. Donc souvent c'est des trucs comme ça où ils veulent pas te payer, où ils pensent t'arnaquer. Donc, comme ça, je refuse directement. Ce qui fait que comme ça, quand j'en fais une, c'est que c'est une bien. Sinon, j'en fais pas. Ok. J'ai une question qui est intimement liée à ça. C'est, tu vois, par exemple, tu sors une nouvelle vidéo que tu viens de terminer, après un stream ou un best-of, par exemple. Est-ce que tu as, justement, c'est le moment de te placer une astuce quotidienne. Est-ce que tu as une sorte d'astuce pour améliorer ta portée ou ta visibilité quand tu sors une nouvelle vidéo? Ça peut vraiment être un truc tout simple. Et alors, quand je sors une nouvelle vidéo, je la partage sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et sinon, j'utilise, alors parce que forcément tu me l'as demandé en avance, donc j'ai cherché. Le seul logiciel que j'utilise, ça s'appelle TubeBuddy, qui est fait par un youtubeur américain, je crois comme ça, qui me permet d'avoir les tags de mes vidéos. Parce que le seul truc que je fais, c'est que je fais des tags, mais malheureusement, encore une fois, dans ce domaine-là, je suis très mauvais. Je sais qu'il y en a qui arrivent très bien à placer leurs vidéos, etc. Je te proposerai un truc à la fin de l'interview parce que j'ai ça aussi. Oui, voilà. En fait, cette interview est surtout un prétexte pour me récupérer, parce que je suis vraiment un cas désespéré. Pas du tout. En aide, s'il te plaît. Mais non, mais
Si, viens-moi en aide, j'en ai besoin. Non, mais plus sérieusement, j'utilise TubeBuddy qui permet de trouver les tags de mes vidéos. Donc comme ça, quand je vois mes tags, je sais s'ils sont plus ou moins bien référencés sur YouTube. J'utilise ça depuis longtemps et c'est la seule chose que j'utilise. Mais en vrai, quand je sors une vidéo, j'espère juste que l'algorithme ne m'a pas un peu chié dessus et j'espère juste être bien placé. Mais certains sont très bons dans les analytiques YouTube et les analytiques YouTube sont très bien faits. Pour ça, on peut savoir tout en détail. Mais moi, je suis très mauvais dans ce domaine-là. Je fais plus ma vidéo malheureusement par passion et quand je la sors, je me dis juste, j'espère que les gens la verront et j'espère qu'elle va plaire. Et généralement, les gens qui voient mes vidéos, sans me jeter des fleurs à moi, mais les plaisent. La vidéo plaît. Après, je sais pas comment l'algorithme me classe, je sais pas comment YouTube me classe, mais voilà, à part la partager sur mes abonnés sur les divers réseaux sociaux que j'ai, j'espère juste que la vidéo elle fonctionnera, quoi. Là sur les dernières choses que j'avais regardées moi par rapport à l'algorithme, parce que du coup, ce qu'il faut savoir c'est que Nico lui fait des vidéos, crée du contenu, et en fait moi à côté j'ai une autre activité qui est à la fois dans les sciences numériques et tout ce qui est ingénierie en rapport avec le web, mais je fais aussi de la publicité sur Internet pour des clients. Et en fait, je dois analyser comment fonctionne l'algorithme pour savoir quelles sont les meilleures pubs et tout ça qui vont fonctionner. Et tu avais raison quand tu disais que tu espères qu'elle fonctionne pour ta communauté, parce que c'est vrai, c'est la plupart du temps les meilleurs moyens de savoir qu'une publicité va obtenir le plus de vues, c'est le temps passé sur la vidéo, s'il y a des commentaires et si elle est partagée. Vraiment les 3 piliers, on va dire, par rapport à la vidéo. L'algorithme YouTube, c'est un peu les gens peuvent être abonnés à ta chaîne. Moi, souvent, j'ai des messages et me disent, putain, mais je comprends pas le fait que j'ai pas reçu la notification de tes vidéos. Et c'est un peu le problème, c'est que YouTube n'envoie pas la notification forcément à tous tes abonnés, même s'ils ont activé cette fameuse cloche. Et YouTube va privilégier la quantité. Et c'est un peu le problème de YouTube, alors que ce qui est très amusant parce qu'ils nous ont déjà envoyé des messages en disant non mais attention burn-out, etc., parce que ils te demandent, pour être référencé par l'algorithme, ils te demandent de créer du contenu, mais moi le contenu que je crée, j'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de le travailler. Moi je pars toujours du principe que quand je fais une vidéo, je veux que la personne qui quitte la vidéo s'est dit ok, il y a pas mieux ailleurs, ou ok, elle est carrée. Je veux pas que le mec, dès qu'il finisse la vidéo, la personne qui finit la vidéo dit ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Il finit la vidéo et dit ok, elle est carrée. Il y a pas de, oui, il y a peut-être d'autres informations complémentaires qui sortiront dans X jours et que je ne suis pas au courant. Mais sur le moment T, comme tu as dit tout à l'heure, je veux que ma vidéo elle soit la plus complète, la plus carrée possible pour qu'une personne la comprenne. Et donc ça me demande du temps d'écriture, du temps de réalisation, et donc tout ça, je peux pas sortir une vidéo tous les 2-3 jours comme YouTube aimerait tous qu'on le fasse, parce que forcément quantité égale rentabilité chez YouTube. Et il y a un peu là le problème. Ils nous envoient souvent des messages en disant attention burn-out, mais en contrepartie, par contre, faudrait que vous fassiez 3 vidéos par semaine. Oui, enfin, c'est très bien, mais je dors quand, en fait, dans tout ça? Je stream quand, en fait? C'est ça. Il est là, le gros problème un peu sur YouTube. Et même moi, je leur avais déjà dit, c'est très difficile de les joindre, mais je sais que YouTube France, une personne, j'avais déjà envoyé un mail en disant, mais c'est bien beau, mais vous pensez aux youtubeurs qui font du contenu comme les nôtres, qui soi-disant, d'après YouTube, est le contenu préféré de YouTube parce que c'est du contenu travaillé, alors qu'en contrepartie, vous nous demandez de charbonner comme jamais. Et le problème, c'est que c'est YouTube américain, c'est Google qui gère, donc voilà. C'est un peu qui décide, et toi, qu'avise? Justement, il y a quelques informations que j'aimerais avoir. Si tu as des streams que tu peux recommander. Là, pareil, tu m'as demandé des streams. J'ai pas vraiment de stream, hormis. Tu regardes ce qui passe ou des vidéos YouTube, peut-être? Ouais, une personne que j'ai en tête là, qui m'a beaucoup aidé sur le matériel, etc. C'est John Knight Rider, qui a une chaîne Twitch et qui est aussi pareil pour son compte Twitter, parce que je lui ai beaucoup posé des questions. Il est très fort sur l'audio, et l'audio c'est quelque chose assez horrible pour les youtubeurs streamers à régler. C'est vraiment si t'es pas ingénieur, c'est assez compliqué d'avoir un bon son et une bonne qualité, etc. Pour éviter les larcènes. À chaque fois que j'ai des questions, c'est lui que j'ai contacté. Sinon, je regarde pas forcément je regarde un peu de tout, et je regarde les lives, je regarde pas tant que ça. Souvent, je prends l'exemple quand t'es boulanger, le boulanger, quand il rentre chez lui, il regarde pas des vidéos de personnes qui font du pain. C'est vrai. Pareil. Je sais que par exemple, du contenu sur Rainbow Six, que j'en produis, mais j'en regarde pas. Parce que j'ai pas le temps, hormis les amis qui sont mes collègues, qui sont des amis maintenant, et qui, quand je vois leur contenu passer, je le regarde pour soutenir les collègues aussi, pour partager. Ouais, oui. Pour
mettre le petit pouce bleu, etc. Mais je regarde pas de vidéos Rainbow Six, ce qui est très rare. Et pareil pour les lives, je regarde pas tant que ça de live parce que quand je passe après 7 heures où je suis en live, etc. Généralement, je vais déjà à partir de 23 heures, je vais aller me faire à manger. Donc je mange, il va être minuit, l'heure du matin. À 23 heures. Et oui, parce que je mange après mes lives. Ok. Donc oui, je vis quand même pas mal en décalé, mais voilà, donc je regarde pas forcément des lives, à part déjà parce qu'à cette heure-ci il y a moins de streamers, ou sinon je vais regarder des émissions des émissions en replay style Popcorn, etc. Mais là sinon j'ai pas de nom de streamer que je regarde et que voilà, je regarde un peu de tout secrètement, je fais un peu le tour de tout. Comme tu disais par exemple, je regarde de tout sur YouTube. Je crois que j'ai 200 et quelques abonnements, donc voilà, ça peut passer du joueur du grenier par la youtubeuse beauté Lena Situation par exemple, et après je peux repartir sur de la tech, jeux vidéo, du One Kill Studio, voilà par exemple des choses comme ça, ou même le stream, la réémission, voilà. C'est très très vaste, mais après c'est compréhensible par rapport à l'activité que tu as de toute manière. Et au niveau du web, je voulais savoir ce que ça pouvait. Enfin, si aujourd'hui tu prenais du recul sur la situation, tu vois, que tu te disais qu'est-ce que le web t'a apporté que tu pouvais pas avoir ailleurs. L'émancipation. Souvent j'ai la réponse pour ça. Je suis quelqu'un qui est très très timide dans la vraie vie. C'est-à-dire que oui, c'est vrai en plus. Mais c'est vrai en plus. Exactement. On s'est parlé et tu le sais. Toi, tu peux avoir une prestance, toi, dans la vraie vie, etc., que j'ai remarqué, et tu es quelqu'un de très, très intelligent. Mais moi, je suis quelqu'un de très timide. Je suis quelqu'un qui regarde, qui analyse beaucoup, qui regarde, mais qui est pas forcément extrêmement extraverti. Si je suis, par exemple, dans une Paris Games Week ou One Shooter et que je parle à mes abonnés, même là, je peux le faire, mais ça va être un peu compliqué. Je suis très cartésien, très avec mon petit cercle d'amis. J'ai pas des millions d'amis. J'aime bien moi qui sont très proches, qui sont de la famille carrément, mais je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, et je suis quelqu'un qui est très timide. Et donc YouTube et Twitch m'a appris à vaincre ma timidité. J'étais extrêmement gêné au début. Je suis quelqu'un de très timide, et j'aime pas que les gens me jugent, font une fausse image de moi-même et qui parlent un peu dans mon dos, qui rigolent. J'ai jamais aimé ça à l'école. C'est pour ça que j'étais toujours quelqu'un de très très discret, parce que comme ça les gens ne se moquaient pas de moi, ne parlaient pas de moi, etc. Et malheureusement, oui, je suis un très 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 grand timide. Je peux pas aller aborder des gens comme ça dans la rue, comme ça. C'est un de mes défauts. Et le YouTube m'a appris maintenant, en vieillissant, je me dis bon, si les gens sont pas contents, ils iront voir ailleurs, il y a pas de problème. Et en même temps, t'es obligé de te créer une carapace, parce que c'est très c'est un milieu qui peut être très toxique. Et tout. Les gens sont très toxiques aussi. Il y a pas de, on est une personnalité publique, et puis sous couvert d'anonymat, les gens t'insultent, etc. sans raison. Et donc t'es obligé de te créer une carapace. Mais YouTube m'a aidé à vaincre ma timidité. Je suis pas encore parfait, mais maintenant je suis beaucoup moins gêné qu'à l'époque à parler à des gens, etc. C'est la principale chose que Internet m'a apporté, et que je remercie. Et c'est la timidité, ouais. Tu vois, allez, vu qu'on est un peu dans les petites anecdotes et les petites infos en secret, tu vois, sur le podcast, j'en ai une aussi pour toi. Moi, c'est l'inverse de toi. Autant en face à face avec les gens, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, on n'arrête pas. Franchement, on a dû me le dire. On doit me le dire au moins 1 à 2 fois par mois, de me lancer sur YouTube dans un domaine, je sais pas lequel en plus. Hein, c'est ça le pire, de me lancer sur YouTube, mais j'ose pas me lancer. Tu vois, je reste dans ma stratégie initiale, qui est les petits podcasts, de temps en temps des vidéos par-ci par-là. Je rencontre les gens en physique quand c'est possible, et avec une distance de sécurité maintenant avec le Covid. Et par contre, YouTube, j'ai acheté tout le matériel et tout. Franchement, j'ai des caméras qui valent la peau des fesses, avec le fond vert, les micros et tout est inclus, mais j'ose pas. Donc tu vois. Moi je te comprends, hein. J'ai beau faire ça depuis 5 ans, à chaque fois que ma caméra elle est allumée, j'ai toujours le palpitant. À chaque fois que je dois commencer à record une piste audio et que j'ai le micro devant moi, j'ai la montée d'adrénaline, j'ai le petit bégaiement, j'ai tout ça, hein. Je pense on s'y fait jamais vraiment, surtout quand je dois faire des vidéos en voix off. C'est des lives, c'est différent, mais pour de la voix off, etc., t'as toujours le petit problème, surtout qu'en plus je suis pas un champion de l'articulation, vu que forcément je suis quelqu'un de très timide. J'ai tendance un peu à mâcher mes mots, mais c'est vrai que oui, avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu fais, tu pourrais te lancer. Le vrai problème que tu aurais, c'est juste de trouver un sujet, quoi. Voilà, c'est ça, parce que moi, dans mon domaine, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, et il faut arriver à trouver avec la concurrence.
le domaine dans lequel... c'est surtout ça qui est très compliqué de nos jours, c'est que c'est de plus en plus concurrentiel, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à streamer, et forcément, je sais pas si la demande évolue ou s'améliore ou peu importe, mais ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui débutent, donc forcément, si on prend le même nombre de spectateurs, mais qu'on a de plus en plus de chaînes différentes, on a forcément de moins en moins de viewers, où c'est compliqué d'exister, quoi. Ouais, mais si jamais j'arrive à passer outre, je te redirai, mais enfin, tu le verras peut-être. Peut-être que cette vidéo, à voir, je vais réfléchir à tout ça. Dans ton planning de Spetsnaz, ouais, si tu réduis ton heure de sommeil, ouais, tu peux trouver le moyen de faire YouTube, quoi. Ou alors, je vais pas en randonnée le dimanche. Enfin, bref. Aussi, oui. Du coup, là, on arrive à une partie assez intéressante, c'est ma question secrète. Donc, en fait, tu vois, je cherchais un truc sur les podcasts, après en avoir beaucoup entendu. Et en fait, moi, j'ai une question secrète à la fin de chaque podcast qui n'a pas forcément de rapport avec tout ce qu'on a pu voir auparavant, qui est juste une question sortie de mon chapeau, qui mêle un peu côté technologique et tout ça. Et que je te pose, tu as le temps que tu veux pour y répondre, et il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit, c'est juste, faut imaginer cette situation, donc si jamais ça te dit, on peut la faire. Vas-y, ça fait 3 jours que je dors pas pour cette question, donc allons-y, posons cette fameuse question secrète. Il faut savoir que j'ai quand même envoyé quelques questions au début pour qu'ils soient quand même un peu préparés, parce que j'aime pas faire des interviews où les gens débarquent comme si c'était une découverte. Donc il a quand même les questions et il a marqué question secrète. Voilà. Donc exactement, nation. Donc la question, en fait, c'est la suivante. On imagine qu'on est tous les deux, tu vois, dans la même pièce, en fait, et que y a pas le Covid. Bon, on a eu l'occasion d'échanger et tout sur cette interview face à face. Et là, je te donne une petite boîte. C'est une machine à remonter dans le temps, d'accord ? Tu as la possibilité de choisir l'heure, la date, le jour, ce que tu veux, d'aller n'importe où dans le temps, et tu dois donner un conseil à quelqu'un. Donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être n'importe qui. Qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Waouh. Tu peux prendre ton temps. De toute façon, on est à la fin de l'interview. Déjà, souvent, moi, je suis quelqu'un qui croit un peu au destin et au karma. Je suis pas forcément attaché à une religion, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est un peu le cause à effet. Tu vois, Okay. ça, à un moment T, ça m'a apporté de la tristesse, etc., de perdre, de séparer d'amis, etc. Mais par la suite, j'en suis à là. Tu vois, je veux dire. Exemple, si je m'étais pas séparé de mon meilleur ami étant jeune, qui m'ait fait un petit coup de crasse et tout, j'aurais pas joué aux jeux vidéo, donc j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait à l'heure actuelle. C'est cause à effet, en fait. Voilà, ma vie est remplie de cause à effet, et quand je le dis aux gens, ils trouvent ça assez amusant, mais quand je retrace ma vie en arrière, elle est comment ça, elle est vraiment ce côté cause à effet de A à Z. Donc si je devais remonter dans le passé et accessoirement donner un conseil qui changerait pas le futur, hein, enfin qui améliorerait le futur, mais voilà. Pour pas créer de paradoxe. Voilà, déjà oui, voilà. Mais là c'est un débat où je suis pas le plus calé. Ouais, mais, soit je lui donnerais le conseil d'essayer au moins tout jeune du collège et tout, d'aller vers les gens, d'aller vers les filles et d'aller s'ouvrir aux autres pour vaincre la timidité. Ou sinon, pourquoi pas de prendre des cours de théâtre, ce qui me faciliterait le fait de faire des vidéos, et je lui donnerais des conseils sur YouTube, de théâtre. Le théâtre, je me dis que ça te permet de briser ta timidité, ça te permet d'apprendre à articuler, d'apprendre à parler, et c'est quelque chose de très compliqué, de savoir parler, de savoir faire poser son texte, le moment où il faut respirer, les moments de blanc. C'est vraiment quelque chose de très compliqué de savoir bien parler. Donc oui, le théâtre, je pense, ça aide beaucoup, et je sais que beaucoup de gens qui ont fait du théâtre et qui ont fait des vidéos ont trouvé ça bien. Donc je me dis, pour vaincre la timidité et t'apprendre à parler, à avoir une prestance, etc., ça peut être une bonne chose. Parce qu'en vrai, en termes d'autres conseils, j'ai pas réellement d'autres conseils que je pourrais lui donner, puisque comme je te dis, les effets de causalité, de cause à effet, tu préfères les laisser. J'ai pas la meilleure, c'est bizarre, mais j'ai pas la meilleure des vies. Je suis pas malheureux, loin de là, et j'ai toujours eu une famille qui m'aime, d'ailleurs toujours. Et on a jamais manqué de rien, tu vois, même si je vis dans un quartier, dans un appartement, etc. Je suis loin d'être triste, et j'ai la chance quand même d'avoir une belle vie. Il y a des gens qui sont pires que moi dans la vie et qui se plaignent pas, donc je pourrais pas lui dire, si demain je disais à mon moi d'avant, attention à ces personnes, je les fréquenterais pas dès le début, mais j'aurais pas ce que je suis maintenant. On a besoin de se brûler les ailes, on a besoin d'accorder nos confiance aux mauvaises personnes, etc. Donc non, à part t'ouvrir plus, essayer de te faire inviter à des soirées, il y a pas
j'aurais pas 36 000 choses, peut-être arrêter d'être casse-cou. Enfin, au bout d'un moment, voilà, je leur ai peut-être dit que c'est bien beau de croire en le destin et en le karma, mais bon, par moment, mettre des freins sur un vélo, ça peut être intéressant. Mais sinon, j'ai jamais fait de... Ouais, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. De toute manière, la réponse, je m'attendais à quelque chose de proche à ça. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est hyper puissant. Ah, ouais, enfin, si je devais retourner dans le passé, je dirais sûrement, un jour, tes parents, ils vont se séparer. Sois pas triste. C'est tout. Parce qu'ils s'aiment toujours maintenant, donc enfin ils sont toujours très bons amis et te renferme pas plus que ça. C'est une séparation. Bon, c'est la vie. Et voilà, ils t'aimeront toujours. Des hauts, des bas, de toute manière, il faut savoir avancer. Ouais, voilà. Ouais, c'est les principaux trucs que je pourrais faire et réussir à me faire verser une larme, dis donc. Oh. Voilà. Ça et ouais, voilà ça et c'est tout. C'est l'une des principales. C'est l'un des les faits marquants qui m'a blessé, même si j'étais déjà âgé, etc. Ok. Ça va pas le blesser, donc voilà. Parle-en à tes parents si ça va pas et surmonte-le. C'est qu'une séparation, c'est tout. Ça marche. Et du coup, où est-ce que les personnes qui nous ont entendus depuis le début peuvent te suivre, peuvent te soutenir aussi, peuvent, je sais pas, imaginons, tu parlais tout à l'heure que tu avais ton compte YouTube, ton compte Twitch et tout ça, qu'on pouvait aussi te soutenir avec des dons et ce genre de choses. Quelles sont les plateformes que tu utilises sur lesquelles ils peuvent te rejoindre? Les plateformes que j'utilise, là où je suis le plus actif, il y a forcément YouTube. Vous tapez One Shooter, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, c'est les mêmes. Voilà, les plateformes où je suis le plus actif, YouTube et Twitch. YouTube, vous abonnez, et Twitch, vous pouvez follow, c'est gratuit. Et puis pour le système de soutenir, il y a l'abonnement payant, mais je vous invite déjà à découvrir mon contenu. Après, s'il vous plaît, on pourra passer un moment ensemble, mais déjà découvrir mon contenu, ça peut être intéressant. Twitter, je suis quand même pas mal actif sur cette plateforme, et Instagram, où j'essaye quand même beaucoup plus de m'y mettre. Et c'est juste Nico. Oui, c'est juste. C'est juste en plus. J'ai la chance de travailler, d'être avec une personne qui est une amie qui m'aide beaucoup sur ça. Et j'essaye aussi de un peu plus le quotidien de Nico. Je suis pas vous aurez la vie d'un youtubeur normal. Voilà, je fais pas des stories où j'ai la chance de parcourir le monde. Vous aurez juste Nico, le petit sudiste petit Montpellierin qui a une vie normale et qui fait des vidéos et voilà, et puis on rigolera, on passera un bon moment et voilà. Et le lien vous du un Instagram Insta, normal. C'est nico.os-du8. Nico.os-du8. Ok. Voilà, donc Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, et puis après, si vous voulez d'autres réseaux sociaux, vous aurez juste qu'à venir sur ces plateformes-là déjà. Et puis voilà, on va kiffer tous ensemble. Plus on est de fous, plus on est. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nico. Et puis c'était un plaisir de te recevoir dans le podcast pour le tout premier podcast en one-to-one. Et j'ai envie de te dire que peut-être à très vite et que c'était un plaisir. Aussi. C'était un plaisir aussi, plaisir partagé. Donc voilà. Et kiffez bien les prochains épisodes aussi, les prochains podcasts. Allez, à la prochaine, merci. À la prochaine à tous. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Pour le trouver, rendez-vous sur le site No Limit. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.